Donc on va passer à Pierre Curie, qui a eu le prix Nobel en même temps, hein, bien sûr. Alors, c'est un descendant de Bernoulli, je crois. J'avais vu ça. Voilà. Donc Bernoulli, qui est un grand savant, qui a notamment étudié les fluides, qui a fait de la mécanique des fluides. Donc il est un peu plus âgé, il est né en 59. On va voir, il meurt assez tôt. Pierre et Marie Curie ont chacun 25% du prix et Becquerel l'autre moitié. Oui, ça vient du fait que c'est lui qui voilà, on le voit là, un quart, un demi. Ça vient du fait qu'à la base, c'était un demi et que Pierre Curie a dit: «Non, non, la moitié du prix revient à ma femme» et donc la moitié de son prix qui était déjà la moitié. Donc ils ont eu un quart chacun. Vous voyez, des fois, c'est partagé en 2 comme ça. Hem, OK, là, c'est moitié-moitié et puis vous voyez maintenant quand il y en a 3, c'est un tiers chacun. Ou alors un demi, un quart à nouveau. Ça dépend. Ça dépend si c'est 2 personnes qui ont travaillé sur un même sujet et une troisième qui a fait quelque chose d'indépendant. Là, c'était un peu le cas, ils ont vraiment travaillé ensemble, Pierre et Marie Curie, alors que Becquerel, c'était sur un sujet proche, mais c'était quand même assez différent. Il y avait un lien fort, hein. Le jury essaye quand même d'attribuer le prix à des choses assez proches. Vous voyez, là, en 2005, Glauber, il a eu la moitié pour sa contribution à la théorie quantique de la cohérence optique. Et les deux autres, ils ont fait de la spectroscopie laser du peigne de fréquence optique. Vous voyez, c'est le même thème, même si c'est pas les mêmes travaux. Je pense qu'ils essayent de faire ça à chaque fois. Ok. Très bien, donc Pierre Curie, il est né à Paris, mort à Paris. Ok, bon, il a différents postes, ok. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ils font venir une tonne de pêche blande. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ils ont des entrepôts énormes et ils ont besoin d'énormément de masse à la base pour pouvoir récupérer quelques grammes de matériaux radioactifs. Vous voyez, ils publient ça en 1898 et ils ont le prix Nobel vraiment pas longtemps après, en 1903. Alors que plus tard, il faudra attendre des fois 30 ans pour que la personne ait le prix Nobel. Notamment Alain Aspect, dernièrement. Ok, donc il étudie les substances radioactives par radiation. Grâce au champ magnétique, il arrive à dévier les particules et à se rendre compte si elles sont chargées ou pas. Donc on a un petit peu parlé des rayons alpha, bêta, gamma. Pour pouvoir les différencier, bah, vous mettez soit un champ électrique, on va faire avec un champ électrique, hein, ce sera plus simple, mais vous pouvez faire ça avec un champ magnétique aussi. Donc si je mets un champ électrique vers le haut, les charges plus, elles vont être décalées vers le haut. Hop. Et les charges moins, elles vont être décalées vers le bas. Voilà, la force c'est Q fois E, pour ceux qui connaissent. Et il se trouve que donc les rayons bêta, eux, ils descendent comme ça. Les rayons alpha, ils montent. Et les rayons gamma, ils vont tout droit. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Ben, que les rayons alpha, ils sont chargés positivement. Les rayons bêta sont chargés négativement. Et les rayons gamma n'ont pas de charge. Salut Nicky Larson. Et ensuite, on fera une combinaison de champs électriques et de champs magnétiques pour déterminer la masse de alpha et de bêta. Gamma, ça n'a pas de masse, hein, c'est un photon. Et on se rendra compte que la masse de alpha est très grande devant la masse de bêta. C'est normal, bêta, c'est juste un petit électron. Ah, et plus de son. Alors, attendez. Les autres, vous m'entendez ou Hop. Est-ce que le son marche? Est-ce que vous m'entendez là? Hop.
Là, je continue à parler. Moi, j'entends. Ah bah ça vient de toi, Anis. Tu as dû avoir... Peut-être qu'il faut que tu relances ton navigateur. Tu relances, t'éteins et tu rallumes Firefox, ou ce que tu utilises, ou Chrome. Donc, la masse de bêta est très petite devant la masse de alpha. Effectivement, on l'a vu, hein, la masse de alpha, c'est 2 neutrons et 2 protons. Et ça, c'est énorme par rapport à un petit électron. Voilà, la masse du proton, c'est un truc genre 1800 fois la masse de l'électron. Et là, il y en a 4 en plus. Ok. Ok, c'est bon. Voilà comment ils font pour distinguer la radioactivité alpha, bêta, gamma. Il se trouve qu'il y a la radioactivité bêta- et bêta+. Donc bêta-, c'est les électrons. Et bêta+, ce sont... Tac. Ici, là. C'est ce qu'on appelle un positon ou positron, si on parle un peu comme les Anglais. C'est un anti-électron, c'est de l'antimatière. Et donc ça, on comprendra ça dans les années 30 seulement. Voilà, le alpha, le bêta et le gamma. Ah oui, et donc une autre manière de les différencier, c'est de voir quelle est leur capacité à traverser les différents matériaux. Ok, bon, il reparle un peu de ce qu'ils ont fait avec Marie Curie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pierre Curie? Il a fait plein d'autres choses. Ouais, à plus, Anis. À bientôt. Euh, donc, il a étudié le rayonnement de corps noirs. Ça, on en reparlera parce qu'il y a Wien qui a eu le prix Nobel là-dessus. Donc, vite fait, rayonnement de corps noirs, c'est c'était un des problèmes qui a donné naissance à la mécanique quantique. Ici, vous avez le rayonnement du Soleil, par exemple. Vous voyez, il est maximum à une certaine longueur d'onde. Et après, ça diminue rapidement dans les hautes longueurs d'onde, donc les infrarouges, et dans les basses longueurs d'onde, les ultraviolets. Là, si vous vous mettez au Soleil, même en dehors de l'atmosphère, si vous mettez un capteur, il va détecter ça, beaucoup de visibles, et très peu d'infrarouges et très peu d'ultraviolets. Et il se trouve que ça dépend de la température de l'étoile. Et le problème, c'est qu'au 19e siècle, on a plein de théories pour expliquer la température, le rayonnement des objets, etc. Et quand on essaye de trouver la courbe en vert, par exemple, là, ou la courbe en bleu, en appliquant les théories qu'on connaît à cette époque, on fait des calculs et on trouve la courbe en noir. C'est une courbe qui tend vers plus l'infini à mesure qu'on se déplace vers la gauche. Là. Et donc, dans les ultraviolets, il y a un énorme problème. C'est vraiment catastrophique au niveau du modèle. Et on a appelé ça la catastrophe ultraviolette. Et c'est Max Planck qui va résoudre ce problème et qui va donner la naissance, donner naissance à la mécanique quantique. Pareil, on en reparlera. On en reparlera. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Bon, c'est avant. Ah, il n'a pas eu le prix Nobel, Max Planck. Ouais, c'était trop tôt. Pourtant, c'est en 1900. Planck. Max Planck. En 1800. Ouais, je suis aveugle. 1918. Ouais, il est là. Ah oui, il a 15 000 prénoms, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Max Karl Ernst Ludwig Planck. Voilà. 1918. Et là, tout ce qui suit après, c'est des gens qui font de la mécanique quantique, quasiment. Hop. Donc, Pierre Curie, il étudie ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Un corps noir, c'est un objet qui c'est l'inverse d'un miroir, si vous voulez. Il absorbe tout. Toute la lumière qu'il reçoit, il l'absorbe. Et donc, ce qu'il émet, ça ne dépend pas de la lumière qu'il reçoit. Il n'y a aucun effet miroir. Donc, vous avez beau l'éclairer avec telle ou telle longueur d'onde, il s'en fiche. Lui, il émet toujours de la même manière. Donc, c'est très pratique à étudier. Et ça donne toujours ce genre de courbe-là. Donc, les étoiles, typiquement, elles absorbent. Il n'y a pas de réflexion à la surface d'une étoile. Elles absorbent la lumière. Et donc, elles rayonnent comme ça. Et ça ne dépend que de la température. Vous voyez, là, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin. Ok, donc il a travaillé là-dessus.
Et en pratique, hein, comme on fait sur Terre pour faire un corps noir, bah, soit on utilise un four, soit des objets couverts de, voilà, de fumée, donc des objets qui absorbent la lumière. Ensuite, on en a parlé un petit peu quand on a vu Marie Curie. Il a travaillé sur la piézoélectricité, donc le lien entre courant électrique et mécanique, et action mécanique. Donc il y a des objets comme ça, quand vous appuyez dessus, comme le quartz, ils vont créer un courant électrique. Et à l'inverse, si vous leur appliquez un champ électrique, ils vont se déformer. Donc ça, c'est très très utile. La piézoélectricité. Vous pouvez fabriquer plein de technologies grâce à ça. Voilà, l'effet piézoélectrique. Non, il me remet au même endroit. Ah non, ça c'était pyro, ça. Voilà, bah, vous pouvez fabriquer des capteurs. C'est ce qu'ils ont utilisé pour capter la radioactivité. Voilà, Pierre Curie, un des premiers à travailler là-dessus. Avec une balance piezo. Ok. Et aujourd'hui, on s'en sert énormément, hein. Voilà, différentes céramiques. Ça dépend du cristal. Vous avez des déformations différentes. Voilà, c'est tout un sujet, on va pas trop rentrer dans les détails. Et voilà, Pierre Curie, c'est un des premiers à travailler là-dessus. Ok, donc vous faites des micros avec ça. Hein, le fait qu'il y ait une déformation mécanique à cause de l'onde sonore, ça crée de l'électricité. Donc des micros piezo. Dans les sonars, pour faire de l'échographie. Des balances. Voilà, pour faire des mesures de précision. Tout type de capteurs. Voilà, tout type de capteurs. Accéléromètre, gyromètre, capteurs d'airbag. Les manettes Wii, les manettes de console jeux vidéo. Tout ça, ça utilise le piezo. Voilà, c'est un sujet extrêmement vaste. Peut-être que je ferai carrément une vidéo là-dessus. Mais il faudrait même plusieurs vidéos, c'est tellement, tellement vaste. Ok, donc rayon de corps noir, piezo, des études sur les cristaux, études sur la symétrie. Voilà, des études assez théoriques. Donc il faisait un peu de mathématiques aussi. Les propriétés magnétiques avec la loi de Curie, donc la loi de Pierre Curie, qui vous dit qu'en dessous d'une certaine température, vous avez des propriétés différentes des matériaux, des propriétés magnétiques. Voilà, je vais lire un peu là. Donc la susceptibilité magnétique, hop. Donc c'est la propriété de s'aimanter. En gros, ça vous dit si le matériau c'est un aimant ou pas. Ça dépend de la température. Voilà, c'est inversement proportionnel à la température. Et vous avez même la température de Curie qui vous dit que à une certaine... ils en parlent même pas là. Ah si, elle est là. Température de Curie. Voilà, vous avez une transition de phase à une certaine température. Pareil, le matériau, il devient magnétique d'un coup, il devient ferromagnétique en dessous d'une certaine température. Voilà. En dessous de la température de Curie, il est ferromagnétique. Et au-dessus, bah, il perd quasiment toutes ses propriétés magnétiques. Ça vient de l'orientation des champs magnétiques dans le matériau. Voilà. En gros, si vous voulez, schématiquement, quand vous avez la rotation d'un électron autour du noyau, bah ça crée une petite boucle de courant. Et on le sait, quand on a une boucle de courant, un courant I comme ça, bah ça va créer un champ magnétique comme ça. Et on décrit cette boucle par un moment magnétique qu'on a obtenu. Et donc, ces petites boucles, elles sont orientées un peu dans tous les sens, dans un matériau. Et donc, ça crée des petits champs magnétiques, si vous voulez, dans tous les sens. Donc, typiquement, un matériau, hein, vous allez avoir des choses comme ça, dans tous les sens. Mais pour certains matériaux, en mettant un gros champ magnétique extérieur, vous allez forcer toutes ces flèches à s'aligner. Et vous allez fabriquer un aimant comme ça.
Voilà, en gros, toutes les boucles de courant, elles s'alignent, elles se mettent exactement dans le même plan et dans le même sens. Voilà, c'est ça un matériau ferromagnétique. Et on comprend bien que s'il fait trop chaud, vous allez avoir de l'agitation et vous allez passer de cet état-là à cet état-là. Donc ça va devenir désordonné. Donc là, c'est haute température. Donc vous perdez les propriétés magnétiques au-delà d'une certaine température. Tac. Voilà, encore un sujet étudié par Pierre Curie. Bien sûr, la radioactivité dont on a parlé. Et il a mis au point plein d'instrumentation. Donc voilà, c'était un génie complet, hein. Il faisait des mathématiques, il faisait des choses expérimentales, de la physique théorique. Voilà. Et grâce à sa collaboration avec Marie Curie, ils ont fait énormément de choses. Ils ont, ils ont vraiment permis de comprendre ce qu'avait découvert un petit peu Becquerel. Voilà une caricature là. J'essaie de les retrouver les deux. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de. Des fois, un peu, on a réécrit un peu leur histoire, comme quoi il y avait. Donc, il est mort à 46 ans, il s'est fait renverser par une voiture à cheval. Et ça l'a beaucoup affecté à Marie Curie. Et après, il y a eu un peu des. Il y a une anecdote qui est fausse, du coup. C'est un peu une sorte de blague où une journaliste demande à Marie Curie ça fait quoi d'être en couple avec un génie. Et Marie Curie répond je sais pas, faut demander à mon mari. Sous-entendu, le génie, c'est moi. Mais ça, c'est dans une pièce de théâtre, je crois que. Voilà, c'est une interprétation de. Mais en fait, il n'y avait pas de ressentiment comme ça, il n'y avait pas de jalousie ou quoi que ce soit, hein. Ils s'entendaient très très bien et c'est ça qui a fait que leur recherche a bien fonctionné. Voilà, c'était l'histoire de Pierre et Marie Curie.